Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2 du podcast de Nature Aventure Survie, ici Alban Cambe. Dans la première partie, on aura le droit à une petite interview. On enchaînera comme d'habitude avec 2 questions, un livre que je vais vous conseiller, ou du moins une nouvelle, et enfin un moment de gratitude comme d'habitude. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Vous voyez que là, je suis en bivouac, je suis tout seul sur ma parcelle et on commence à entendre les chants des chouettes, le chant de la théière qui m'indique que c'est prêt. Le chant des chouettes, le chant de la théière qui m'indique que c'est prêt. Mais pour commencer ce podcast, plutôt que ce soit simplement moi qui parle bêtement, je vous propose une interview avec Dave Canterbury que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la Survival Expo. Au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait une semaine qu'il y a eu la Survival Expo et donc je profite d'un moment de calme pour me retirer un petit peu de la civilisation et aller bivouaquer tranquillement en forêt. Donc Dave Canterbury, pour ceux qui ne le savent pas, est instructeur pour l'école Pathfinder aux États-Unis. Il est apparu dans de nombreuses émissions de télé de survie, entre guillemets. Il a fait des petites choses pas très recommandables à la télé, c'est sûr, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui est passionné de bushcraft et il est l'auteur notamment du livre Bushcraft 101, donc comment débuter en bushcraft de façon la plus simple possible. Donc avec une bonne expertise, c'est un monsieur qui touche un petit peu à tout. Donc ce fut réellement un honneur de le rencontrer et je vous propose sans plus tarder d'écouter l'interview. Salut Dave et merci de répondre à nos questions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es venu à enseigner le bushcraft et la survie? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiquais quand tu étais enfant ou que tu as découvert un petit peu plus tard? En réalité, c'est une histoire assez longue. Quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps dans les bois avec mon père. On faisait toutes sortes d'activités, on randonnait, on allait camper. Et finalement, c'est ce qu'on appelle le bushcraft. En fait, je ne connaissais pas le mot bushcraft. J'appelais ça du camping. Alors du coup, lorsque je suis sorti de l'armée, je me suis réintéressé à l'archerie, à la reconstitution historique, notamment au XVIIIe siècle, surtout la frontière avec le XIXe. Et toutes ces choses-là m'ont fait me retourner vers ce que j'aimais faire quand j'étais petit. Retourner dans les paysages de mon enfance, retourner à l'extérieur et finalement faire du bushcraft. Mon intérêt est parti de là finalement et j'ai commencé à enseigner aux gens, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube et là ça a réellement explosé. Donc si je comprends bien, quand tu étais petit, tu ne connaissais même pas le mot bushcraft? Non, pas du tout. En réalité, je ne connaissais que le mot camping. Ou alors j'allais dans les bois et je construisais des châteaux. Tu sais, tu vas jouer dans les bois, tu construis un château. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu enseignes en fait? Est-ce que c'est que le bushcraft ou est-ce que tu as d'autres disciplines? Dans l'école Pathfinder aux États-Unis et un peu partout au monde, en fait, on enseigne le bushcraft, mais on enseigne aussi la survie, dans le sens d'un danger immédiat. On fait des scénarios de 3, 4, 5 jours et on enseigne donc les techniques de survie. On enseigne également la fabrication d'objets à partir de ressources naturelles, on enseigne la forge, on enseigne le piégeage et le pistage moderne, on enseigne le travail du bois et notamment la fabrication d'outils pour le travail du bois par la forge. On fait donc dans notre école des tonnes de choses, mais en fait ce que je préfère c'est réellement le bushcraft. Ok, penses-tu justement que tous ces savoirs sont interconnectés au bushcraft? Absolument. Je pense qu'en fait, tous ces savoirs sont connectés notamment à l'autonomie, dans le sens d'être autonome, de ne pas dépendre de quelqu'un. Et quand on est un bushcrafter, on a besoin d'être autonome et d'utiliser les ressources de notre environnement. De cette façon, tu ne vas pas charrier 50 kg de matériel, tu vas en prendre que 10, mais tout le reste, tu vas être capable de le créer à partir des ressources naturelles. Et je crois que c'est vraiment ça le bushcraft, c'est être autonome dans la nature. Cependant, la forge, c'est plutôt quelque chose qu'on ferait à la maison, dans le sens de réparer les outils qu'on a utilisés sur le terrain. De ton point de vue, est-ce qu'il existe une différence entre les gens qui pratiquent le bushcraft aux États-Unis et ceux qui pratiquent le bushcraft en Europe ?
C'est une question difficile de différents points de vue. Quand j'ai commencé à venir en Europe et que j'ai rencontré des gens, notamment en Suède, et que je leur expliquais que je faisais du bushcraft, ils ne comprenaient pas ce que je disais, ils ne connaissaient pas le mot bushcraft. Pour eux, c'était simplement aller dehors. Simplement aller dehors. Eux, ils appellent ça vraiment aller dehors pour toutes ces activités qu'on a l'habitude de faire. Et je suis sûr que tu es au courant, mais en réalité, c'est Richard Graves qui a créé le mot bushcraft à partir du bush australien et craft l'artisanat. Aux États-Unis, on avait plutôt le woodcraft pour wood, les bois. Et le mot woodcraft a finalement été balayé en quelque sorte par l'influence européenne du mot bushcraft. Donc c'est quelque chose d'un peu générationnel en fait. Les gens des années 40, 50, 60, ils comprenaient le mot woodcraft, ils savaient ce que ça voulait dire. Mais plutôt pour les années 90-2000, c'est le mot bushcraft qui arrive alors qu'en fait c'est tout à fait la même chose. Il y a donc une incompréhension, mais en réalité je pense que là où on comprend le plus ce que signifie le mot bushcraft, c'est en Scandinavie. Quel est ton point de vue sur les différences qu'il peut exister entre le bushcraft et la survie ? Je pense que la survie, c'est une situation de danger immédiat. Si je ne change pas immédiatement ma situation, ma vie est en danger. Tout ce que les gens appellent survie habituellement, pour moi, c'est juste du camping imprévu. Je n'avais pas prévu de camper, mais maintenant j'y suis obligé. Alors que le bushcraft, je décide d'aller dehors, je prends du matériel avec moi et je décide de faire ces choses-là. C'est en quelque sorte du camping, mais du camping avec moins d'équipement que ce qu'on prend d'habitude. On est donc dans une situation soit de danger immédiat, soit de loisir. Que penses-tu de cette émission de télé qui s'intitule « Seul face à la nature » ? Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait être plutôt avec la nature ? Bien entendu, je pense que si tu vas pratiquer le bushcraft, tu dois aller avec la nature, tu dois ne faire qu'un avec elle. En revanche, si tu es dans une situation de survie, tu vas devoir faire tout ce qui est en ton possible, malgré les circonstances, pour pouvoir survivre. Donc selon moi, Seul face à la nature pour une émission de survie, c'est un bon titre. En revanche, Seul face à la nature pour quelqu'un qui fait juste du camping ou du bushcraft, ça ne colle pas. Du coup, dernière question, qu'est-ce que tu as pensé de la Survival Expo à Paris ? J'ai trouvé ça super, je sais que ce n'est que la deuxième édition du salon, je crois que cette année il est un peu plus grand, il y a eu beaucoup de monde, le stand Mora a été tout le temps submergé. Donc je suis très satisfait de ça, je crois que Mora a été également très enthousiaste. Et si ça ne devait tenir qu'à moi, je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Je ne décide pas de ce que Mora fait, mais je pense qu'ils vont revenir l'année prochaine. Et vraiment, l'idée c'est de pouvoir partager le plus de connaissances sur le bushcraft possible. Je sais qu'il y a une bonne demande, notamment en Europe, en Italie. Et finalement, quand on va au Bushcraft Show ou à l'IWA, prendre l'avion pour venir à Paris, ça n'est pas si loin que ça. Ok, peux-tu nous dire où l'on peut te trouver sur Internet, ton site, ta page Facebook, etc. Ok, le moment commercial. Alors mon site Internet c'est selfrelianceoutfitter.com, ma chaîne YouTube c'est David Canterbury, mon Instagram c'est Pathfinder Survival. Mon email, c'est pathfindersurvival@gmail.com. Si quelqu'un a une question, il ne faut pas hésiter. Et on a également une page Facebook, une communauté Pathfinder Survival qui permet de se mettre en contact, de poser des questions et de s'échanger les informations. Donc il y a plein de façons de nous contacter, plein de connaissances à partager. Et j'aime être au milieu de tout ça, à partager les informations. Allez, merci Dave, et je te dis peut-être à l'année prochaine. Alors j'espère que cette interview vous aura plu et justement vis-à-vis de cela j'aurais aimé avoir vos suggestions. Donc pour une fois je pense que je vais faire l'effort d'aller lire les commentaires sur YouTube. Si vous voulez m'insulter c'est maintenant. Ou alors vous m'envoyez un petit mail, un petit message sur Instagram, un truc du genre. En fait je me pose la question de savoir si je reviens un petit peu à l'ancienne formule avec des interviews qui peuvent être parfois assez longues. Donc en l'occurrence pour le moment j'ai des interviews qui durent 40, 50 minutes, j'en ai même une qui doit durer 1h30. Donc ma question
c'est de savoir est-ce que vous préférez que je la scinde en plusieurs parties ou est-ce que vous préférez que je mette tout dans un seul épisode du podcast, comme ça au moins l'épisode suivant on peut changer de sujet. C'est vous qui me dites, je ne vous garantis pas d'en tenir compte, mais au moins si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Mais j'aimerais bien revenir à ces questions-là d'interview parce que c'est toujours enrichissant de discuter avec quelqu'un d'autre et à la limite on pourrait essayer d'alterner un épisode interview, un épisode plus commentaire tel que je l'ai fait au début de la saison 2. Deuxième fournée. Alors on va passer aux questions. Donc pour les questions, j'ai Nicolas qui m'a envoyé un message par l'application Anchor. On va écouter ça. Bonsoir Alban, voilà c'est Nicolas, je t'appelle des Alpes-Maritimes. Je suis un lecteur de survival, je suis un débutant dans le bushcraft, je ne suis pas du tout équipé et j'aurais voulu savoir si tu aurais eu l'occasion de tester une fois l'espèce de réchaud BioLite qui est un peu spécial avec une espèce de batterie qui fait souffler un ventilateur pour agrémenter l'oxygène pour le feu, qui en même temps fait un petit peu batterie USB pour recharger des appareils connectés. Alors, je voulais savoir si tu avais testé cet appareil et ce que tu en pensais. Voilà, en tout cas merci pour tes podcasts et tout ça, c'est super sympa. Et bonne soirée. Bien, merci Nicolas pour ton message. Écoute, déjà là tu vois, je suis avec une sorte de réchaud, du moins une bouilloire, une Kelly Kettle, et si je l'ai, c'est bien parce que effectivement le BioLite, quelque part je ne suis pas convaincu. Donc je l'ai approché une seule fois chez un revendeur de matériel, et alors je ne donne que mon avis là, c'est mon avis personnel. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un outil intéressant en bushcraft, en bivouac, pour plusieurs raisons. Donc je répète, ce n'est que mon avis personnel et vous pouvez tout à fait avoir un autre. Je vous explique. En fait, le BioLite, effectivement, ça a créé un sacré buzz il y a quelques années parce que voilà, on avait un réchaud qui permettait de recharger notre smartphone afin de pouvoir faire des selfies dans les bois en permanence. Bon, le souci, c'est que c'est un petit peu réducteur, c'est un petit peu mensonger en fait. Le BioLite, donc c'est un espèce de gros réchaud pour ceux qui ne connaissent pas, donc un gros pot en métal qui est équipé d'un gros appendice en plastique dans lequel se trouve l'électronique. Le tout est surélevé sur un petit trépied. Le BioLite contient une batterie. Alors je n'ai plus idée de la contenance de la batterie, de sa capacité, mais toujours est-il que cette batterie en réalité ne sert qu'à faire fonctionner le ventilateur. Et c'est là que le bas blesse en fait. Parce que les gens pensaient que grâce à cette batterie, on pouvait recharger directement son portable, donc à la limite qu'on n'était pas obligé d'allumer un feu pour recharger son portable, que ça pouvait agir comme une batterie externe en quelque sorte. Eh bien non, cette batterie ne sert qu'à faire fonctionner le ventilateur, et ce n'est que lorsque le réchaud atteint une température très importante qu'il produit suffisamment d'électricité pour recharger un petit peu un portable. Alors pour recharger le portable, très sincèrement, il vous faudrait de longues heures pour espérer atteindre une charge complète. Faut plutôt voir ça comme une charge d'appoint. En plus, la combustion est tellement efficace qu'il faut constamment rajouter des brindilles dedans. Mais surtout, moi, ce qui me dérange, c'est l'encombrement. C'est un gros truc, vraiment, ça doit faire cette taille-là. C'est l'avantage, en fait, de ma bouilloire. Pourquoi est-ce que je l'aime beaucoup ? C'est parce que tout s'encastre. Tous les accessoires s'encastrent à l'intérieur. Donc, en fait, ça prend pas beaucoup de place et c'est très léger, c'est en aluminium. Alors que le jour où ton ventilateur pète, avec le BioLite, tu te retrouves simplement avec un pot en métal, avec un gros appendice en plastique. Et ce gros appendice en plastique va prendre beaucoup de place, mais surtout ça pèse assez lourd. L'ensemble doit peser, de mémoire, ça doit faire 1 kilo, un truc comme ça. Donc voilà, c'est bien, je pense, si tu es motorisé, par exemple dans les randos 4x4, les treks sur plusieurs jours quand tu es dans un véhicule. Mais très honnêtement, jamais je ne me baladerai avec ça dans mon sac à dos, c'est beaucoup trop lourd. Et en plus, l'objectif finalement de ce truc-là, c'est que tu puisses en appoint avoir un petit peu d'électricité alors que tu es parti loin de la civilisation, peut-être pour un trek de plusieurs jours.
Donc pour moi, c'est pas une solution efficace. Si tu veux de l'électricité pour un trek de plusieurs jours, embarque une batterie externe à la limite. Les panneaux solaires, c'est un petit peu le même problème, c'est que jamais tu ne rechargeras complètement ton téléphone, si c'est ça que tu cherches. Par contre, bien sûr, il existe des solutions pour, en cas d'urgence, produire de l'électricité. Et d'ailleurs, au salon du survivalisme, j'ai découvert une marque que je ne citerai pas, qui fabrique des éoliennes, qui fabrique des panneaux solaires et qui fabrique tout simplement une dynamo à main. C'est un petit truc qui doit faire 20 cm de long, je dirais, un diamètre de 5 cm. Et en fait, tout est contenu à l'intérieur. Tu as la manivelle, tu as la dynamo. Et en pédalant, en quelque sorte, pendant 10 minutes, tu recharges ton smartphone à hauteur de 5%. Donc, quand tu as un smartphone qui est à plat et que tu veux lancer un appel d'urgence, ça peut te dépanner. Et pour le coup, ça pèse pas lourd. Et c'est efficace, quoi. C'est utilisé par certaines forces spéciales, notamment, je crois, les SAS, si je dis pas de bêtises. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Le BioLite, ça a juste bénéficié d'un sacré buzz et je comprends pas tout à fait en fait l'intérêt du truc. Je ravive un petit peu mes flammes, excusez-moi. Donc voilà Nicolas, pour moi je ne suis pas convaincu, il faut voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux un réchaud? Est-ce que tu veux un truc qui recharge ton portable? Donc si tu veux simplement un réchaud, je te conseille d'aller sur mon site albancamp.com. Tu dis que tu es un lecteur de survival, donc si tu cherches dans les anciens numéros, tu dois retrouver également un article. Mais en gros, pour ceux que ça intéresse, vous allez sur mon site albancamp.com et vous recherchez l'article « Fabriquer un gazéificateur à bois ». C'est bête et méchant, vous utilisez juste 2 boîtes de conserve. Donc en fait, ça ne va rien vous coûter si ce n'est un petit peu de temps. Et les boîtes de conserve, en fait, il faut que vous puissiez les encastrer et percer des trous à l'intérieur. Quand vous aurez fait ça, vous aurez un super réchaud qui va vraiment un excellent tirage et qui ne pèse rien, qui prend pas de place. Donc voilà ma solution. Donc c'est un peu clodo, mais moi c'est ce que je te conseille Nicolas en tout cas. J'espère que j'aurai répondu à ta question. En tout cas, n'hésite pas à m'écrire un mail ou à me renvoyer un message vocal pour me dire si ça te convient. La deuxième question, c'est un mail que j'ai reçu d'Arnaud. Alors, je cherche Arnaud. Alors, Arnaud m'envoie un mail avec 2 photographies. Alors, bonjour Alban, j'espère que le salon s'est bien passé, mais peux-tu me dire si c'est bien du lierre et si c'est comestible? Merci à toi, bonne journée Arnaud. Donc, sont joints à ça 2 photos. Alors, ne le prends pas mal, Arnaud, c'est pas contre toi, mais c'est juste pour les gens qui veulent m'envoyer des plantes à déterminer. Essayez de m'envoyer des photos nettes, pas des photos de portable un peu floues, pas des photos de portable qui ont bougé, pas des photos de portable un peu brumeuses. Essayez de m'envoyer un truc de bonne qualité. Donc la première photo, ça va à peu près. Et la deuxième photo, donc on a en fait une petite plante qui pousse au milieu de la verdure. Hein. Donc je pense que Arnaud veut désigner les toutes petites plantes avec des fleurs un petit peu violettes, un peu blanc, mauve. Alors que la deuxième photo, on a un gros détail sur les feuilles. Donc on voit que les feuilles sont opposées d'écussées, c'est-à-dire que le long de la tige, à chaque étage, quand vous montez par rapport aux étages des feuilles, il y a une rotation de 90 degrés qui s'opère. Les feuilles sont dentées, là, telles que je les vois. Elles n'ont pas tout à fait une forme de cœur. Ça rappelle vaguement l'ortie parce qu'en plus elles ont des petits poils sur le dessus, mais surtout ce qu'on remarque c'est que les fleurs ne sont pas adhérentes à la tige, ne sont pas à l'aisselle des feuilles. Les fleurs sont donc, on peut le dire, le long d'une hampe florale, donc une hampe florale de 2 cm je dirais. Autre détail, on voit que les fleurs sont à symétrie radiaire, donc une symétrie totalement différente de la fleur que tu penses avoir repérée. Donc deuxième chose Arnaud, ce n'est pas contre toi encore une fois, mais fais attention à ce que tu dis, tu me demandes si c'est du lierre et si c'est comestible. Le lierre n'est pas comestible, le lierre est toxique. Donc le lierre, on désigne, quand on parle de lierre, on désigne en fait la plante qui pousse sur les murets, sur les arbres. Donc cette plante qui grimpe un peu partout, c'est une liane en réalité.
toi, ce que tu as voulu dire, je pense que c'est le lierre terrestre. Alors, ça m'amène à une considération qui est assez importante, c'est qu'en fait, les noms communs, ce qu'on appelle les noms vernaculaires, ne sont pas toujours parlants. Là, pour le coup, on parle de lierre terrestre pour une plante qui est comestible et qui n'a rien à voir avec le lierre, qui n'est pas du tout de la même famille. Donc, effectivement, il peut y avoir une sacrée confusion. Donc là, Arnaud, ce que tu me montres, effectivement, ce n'est pas du lierre terrestre. D'ailleurs, j'ai répondu immédiatement parce que je voulais pas qu'il ramasse n'importe quoi. Mais toujours est-il que le premier moyen, le moyen le plus simple, selon moi, de reconnaître du lierre terrestre, c'est tout simplement son odeur. Le lierre terrestre est une plante très aromatique. Hein. Elle dégage une odeur de citronnelle, une odeur un petit peu chimique même lorsqu'on s'avance un petit peu dans la saison. Là, pour le coup, il ne s'agit pas de lierre, il s'agit d'une variété, d'une espèce de véronique. Ça se reconnaît essentiellement grâce à la fleur. En botanique, de toute façon, on se base toujours sur la fleur pour déterminer les plantes. En l'occurrence, là, la fleur, je l'ai dit, elle est à symétrie radiaire. C'est-à-dire qu'on a une belle corolle avec des pétales qui sont insérés en formant une sorte de cercle. Le lierre terrestre, en revanche, a une fleur qu'on dit zygomorphe, une fleur à symétrie bilatérale. Les fleurs à symétrie bilatérale, je pense que vous en connaissez, ce sont tout simplement les orchidées. Les orchidées, vous voyez que leur symétrie, c'est bilatéral, parce que d'un côté, c'est l'image miroir de l'autre côté, en quelque sorte, quand on la regarde de face. Donc là, Arnaud, tu es tombé sur de la véronique. Alors, les photos n'étaient pas top, mais effectivement, il y a une véronique que l'on dit véronique à feuilles de lierre, parce qu'elle ressemble presque comme deux gouttes d'eau au lierre terrestre. Elle a des petites feuilles en forme de cœur. Et le contour également peut rappeler, le contour de la feuille peut rappeler un petit peu la feuille de lierre terrestre. Par contre, la distinction se fait vraiment sur l'odeur et notamment sur les fleurs. Donc ça, comme je te l'ai dit. La véronique en elle-même, elle n'est pas toxique, hein, et d'ailleurs elle a des usages médicinaux, elle est comestible mais insipide, donc en gros tu ne risquais pas de t'empoisonner, mais ça m'amène à 2 points. C'est que tu m'as dit avoir fait une recherche sur Google, donc c'est très bien pour essayer de confirmer tes observations. Certaines personnes utilisent Google abondamment, mais rien ne remplace un vrai guide de terrain, un livre. Parce que sur Google, on peut tomber sur un blog de quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, ou alors on trouve juste des avis sur des forums. Des fois, c'est un peu bancal. Donc il m'est arrivé plusieurs fois, effectivement, de tomber sur des pages internet où la plante présentée en photo n'était pas celle qui était décrite, en réalité. Donc il faut faire attention à ça, alors que si tu prends un livre pour aller sur le terrain, un livre sur les plantes comestibles, il y en a désormais un paquet. Dans ce cas, tu t'assures que derrière, il y a une certaine relecture et que les éditeurs ne veulent pas prendre le risque de raconter trop n'importe quoi. Évite les magazines saisonniers, ceux qui sortent au printemps sur les plantes comestibles ou ceux qui sortent en automne sur les champignons, parce que ceux-là sont parfois remplis d'erreurs. Mais un livre, voilà, publié. Alors, je ne donnerai pas de maison d'édition, mais il y en a qui sont spécialisés dans les guides de terrain et qui font ça vraiment très bien depuis très longtemps. Donc, tu peux toujours faire confiance à ça. Autre point à soulever sur l'identification de plantes, quand on demande aux gens, en fait, très souvent, il y en a qui me parlent des applications d'identification de plantes. Alors, le souci, c'est que pour le cas de la véronique, je pense que l'application peut facilement être trompée. En gros, c'est une histoire de base de données. L'application va rechercher dans la base de données d'images tout ce qu'elle a et tout ce qui correspond un petit peu à la photo que vous avez prise. Et à chaque fois que vous déterminez une plante, sauf erreur de ma part, il me semble que la base de données s'enrichit de vos plantes à vous. Donc, si vous déterminez mal une plante, par exemple si Arnaud mettait la véronique en tant que lierre terrestre dans cette application, s'il validait la détermination, ça veut dire que dans la base de données, on ferait rentrer une erreur et cette erreur pourrait se répercuter chez d'autres personnes. Donc moi, je suis très méfiant vis-à-vis des applications d'identification de plantes. Vous l'avez compris, je ne suis absolument pas fan. Et encore une fois, je ne peux que vous vanter les livres. Prions la lecture. Donc voilà Arnaud, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et prions la lecture, ça m'amène
à la troisième partie du podcast où je vous recommande un livre. Juste me remettre la cheminée. C'est quand même vachement plus facile de balancer des petites branches dans la cheminée de cette bouilloire irlandaise là. On a un excellent tirage, j'en suis vraiment ravi. C'est pas pour rien que c'est un outil un peu emblématique du bushcraft. Donc pour le livre, tiens, vu que je suis en train de faire du feu, on va en parler. En fait, ce que je voudrais vous recommander, c'est une nouvelle de Jack London, et je pense que si vous vous intéressez un petit peu au bushcraft, si vous aimez la lecture, vous l'avez forcément déjà lu. Cette nouvelle, c'est Construire un feu. Donc c'est l'histoire simplement d'un type qui essaye de voyager d'une ville à l'autre. Alors je l'ai lu il y a très longtemps, je me souviens plus si c'est au Yukon, en Alaska, dans l'état de Washington, au Canada, je me souviens plus exactement, mais en gros c'est dans un endroit où s'appelle un max. Donc ce monsieur doit voyager d'une ville à l'autre, malgré les avertissements des locaux qui lui disent de ne pas partir. Et on assiste en fait à la plongée dans l'hypothermie, l'incapacité à manier facilement tous ces objets. On comprend l'importance de l'écorce de bouleau, on comprend l'importance des allumettes. Et ce que Jack London nous écrit là, en fait, c'est un manuel, c'est le manuel de A à Z pour avoir l'espoir de faire face à l'hypothermie dans des conditions extrêmes. Donc cette nouvelle, elle existe sous deux versions, et très souvent quand vous achetez le livre, sous version papier, vous avez les deux versions dedans. Je ne vous en dis pas plus, il est très intéressant de lire les deux versions. Et forcément, Jack London, ce sont les écrits d'aventure, et ça ne peut que stimuler les amoureux des grands espaces et les amoureux de bushcraft en général. Le moment de gratitude pour terminer ce podcast, parce que ça fait toujours du bien de remercier, en particulier les gens qui ont croisé votre chemin au bon moment, les gens qui vous ont tendu la main. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main, mais d'une façon assez remarquable. C'est quelqu'un qui m'a, en gros, dépanné lorsque j'ai voulu enseigner le bushcraft à mes élèves. Alors, vous connaissez la petite histoire, j'ai voulu faire un club survie avec mes élèves de collège il y a quelques années. Quelque chose que j'ai pérennisé durant à peu près 3 ans. Et en fait, l'éducation nationale est ce qu'elle est, ce qui fait que au tout début, j'étais un peu dans la merde. J'avais juste un couteau, mon fire steel, et pour animer un club avec une dizaine d'élèves, c'est pas évident. Donc ce que j'ai fait, à tout hasard, sans trop y croire, j'ai lancé une bouteille à la mer. J'ai envoyé des mails en présentant mon projet, en disant que on va essayer de vous faire un petit peu de pub en parlant de vous sur notre blog, sur internet. Et en fait, j'ai reçu une réponse. Donc la bouteille à la mer a trouvé la personne qu'il fallait. J'ai reçu une réponse qui était au-delà de toutes mes espérances. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais remercier Jérôme. Jérôme qui est gérant d'une boutique de matériel que vous connaissez forcément et dont je vais citer le nom parce qu'il le mérite. Jérôme de Azimut Nature qui a répondu à mon appel, qui m'a envoyé énormément de matériel. Je le dis, t'es un grand malade, Jérôme, mais en tout cas, ça m'a permis d'animer le club pendant plusieurs années. Ça m'a permis de mettre un couteau dans la main de gamins de même pas 12 ans. Alors forcément, au début, les parents grinçaient des dents, mais ça s'est très bien passé. Et du coup, j'avais des élèves ravis et c'était juste un plaisir d'aller le vendredi faire le club avec eux. On sortait dans les bois autour du collège. C'était juste le kiff et surtout, en fait, c'est d'autant plus important, cette histoire-là, que grâce à ce club, grâce au blog qu'on tenait, grâce aux articles qu'on écrivait avec les élèves, ça m'a permis de faire tout le reste. On est venu me demander d'animer des stages pour les adultes, on est venu me demander d'écrire pour un magazine, on est venu me demander de synthétiser mes fiches de cours pour faire un livre. Donc Jérôme, en fait, tu as été un petit peu le point de départ de tout ça, de cette belle aventure, et vraiment je suis ravi de t'avoir vu en vrai au salon du survivalisme, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer avant. Donc vraiment du fond du cœur, Jérôme, un grand merci.
Et c'est pas pour faire de la lèche, mais si vous avez besoin d'un conseil de matériel, l'équipe d'Azimut Nature peut très bien vous renseigner, largement mieux que moi, hein, puisque ce sont aussi des passionnés et ils organisent chaque année le fameux bivouac de l'Anesque pour montrer aux gens tout simplement comment est-ce qu'on bivouaque, ce qu'on peut faire dans les bois et comment on peut prendre du plaisir à bivouaquer pour éventuellement après voler de ses propres ailes et venir bivouaquer tout seul dans les bois. Donc voilà, merci Jérôme et j'espère à très bientôt. Donc voilà qui conclut cet épisode du podcast. Alors si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un avis honnête sur la plateforme où vous l'écoutez. Alors je sais qu'il est disponible sur iTunes, sur Google, sur Spotify, sur d'autres plateformes plutôt anglo-saxonnes. Donc n'hésitez pas à mettre un avis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des questions pour pouvoir alimenter. J'ai envie qu'on soit dans un échange. J'ai quitté les réseaux sociaux parce que ça me saoulait les échanges virtuels. Donc j'ai envie qu'on soit dans de vrais échanges. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça me force parfois à faire quelques recherches. Parfois j'ai juste envie de vous répondre avec ce que j'ai dans le ventre. Donc j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais au moins j'aime instaurer un dialogue entre mes lecteurs, mes auditeurs et moi. Je trouve que c'est assez intéressant comme exercice. Et puis vous l'avez entendu, vous pouvez m'envoyer un message vocal sur l'application Anchor. C'est gratuit, vous vous abonnez à mon podcast et vous pourrez communiquer facilement avec moi. Donc je vous rappelle juste, pensez à me préciser si vous préférez avoir des longues interviews, des interviews découpées, ça me demande plus de boulot, cela dit, ou si vous voulez avoir plus de questions dans le podcast. Voilà, j'ai envie que ça convienne un petit peu à tout le monde, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis bonne nuit, parce que je vais pas tarder, et bon bushcraft à tous.